Bonjour Anne, Bonjour Aurélie. ravie de te retrouver pour ce second webinaire dans le cadre de notre cycle Santé et Emploi. Le Cap Emploi a initié en novembre 2021 un premier webinaire sur le thème de la prévention du risque de la désinsertion professionnelle. Nous avions le plaisir de recevoir un médecin du travail de la METIF pour la co-animation de ce webinaire. Aujourd'hui, nous lançons le deuxième webinaire de notre cycle Santé et Emploi autour de la notion de l'aménagement raisonnable. Dans le cadre de notre mission d'information et de conseil auprès des employeurs sur le champ de l'insertion et du maintien en emploi des personnes en situation de handicap, nous vous proposons ce second webinaire autour du thème de la notion d'aménagement raisonnable. Madame Fabienne Jégu, experte handicap auprès du Défenseur des droits, nous fait le plaisir d'animer ce webinaire et nous l'en remercions. En tant qu'employeur, vous avez donc une obligation d'emploi des personnes en situation de handicap, mais connaissez-vous la notion d'aménagement raisonnable? Ce webinaire vise à éclairer cette notion et nous sommes ravis de pouvoir vous y retrouver. En tant qu'employeur, vous avez donc une obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mais connaissez-vous l'obligation d'aménagement raisonnable? Cette notion se doit d'être intégrée dans les pratiques des structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap, mais elle doit également être connue par les employeurs, raison pour laquelle nous vous avons questionné. Lorsque le médecin du travail préconise pour l'un de vos collaborateurs un aménagement de poste, quelles actions menez-vous? Comment répondez-vous à votre obligation d'aménagement raisonnable? Et si ce n'est pas le cas, connaissez-vous les sanctions? Enfin, cher employeur, avez-vous identifié les acteurs du maintien en emploi qui peuvent vous accompagner dans votre obligation d'emploi des personnes en situation de handicap? Le webinaire que nous vous proposons répondra à ces questions, bien évidemment, mais d'ores et déjà, nous souhaitons vous présenter deux offres, deux aides que vous pouvez mobiliser en tant qu'employeur et je laisse Anne vous les présenter. Merci Aurélie. Donc, parmi la palette d'outils qui existent et proposés par les organismes et financeurs, donc je les cite, la GFIP, le FIPH-FP, l'OETH ou encore l'assurance maladie, je vous présente deux outils en particulier qui sont facilement mobilisables et qui portent vraiment des fruits très importants. Il s'agit pour le premier l'aide à la recherche de solutions pour le maintien en emploi. Donc, il s'agit en fait d'une aide financière forfaitaire de 2 000 € qui est proposée par la GFIP et qui permet aux employeurs d'aider un collaborateur à rechercher des solutions pour lui permettre de rester dans l'entreprise. Donc, soit des recherches de solutions pour l'aménagement de son poste, soit la recherche de solutions pour un reclassement interne. Enfin, le deuxième outil est l'essai encadré, qui est un dispositif de l'assurance maladie et qui permet à un salarié en arrêt de travail de tester ses capacités à reprendre son poste de travail ou à en occuper un autre dans l'entreprise, mais aussi dans une autre entreprise si aucun reclassement interne n'est envisageable. Ce dispositif est intéressant parce qu'il permet aux salariés de bénéficier de cette aide sans perdre le bénéfice de ses indemnités journalières. C'est un dispositif qui est gratuit et qui peut être mis en place, tout comme le premier, par notamment les Cap Emploi. Donc, le salarié peut de ce fait tester sa capacité à reprendre son ancien poste ou bien tester un aménagement de son poste de travail ou bien encore tester un nouveau poste ou préparer une reconversion professionnelle. Bonjour à tous et merci encore de votre invitation pour parler de cette notion extrêmement intéressante, importante dans notre droit aujourd'hui, qui est l'obligation d'aménagement raisonnable en emploi pour les personnes handicapées. Donc je vais dans un premier temps vous présenter
les éléments relatifs au cadre juridique, parce que c'est important de constater que cette notion s'inscrit dans un grand nombre de textes et qu'elle est déclinée aussi bien dans des textes internationaux qu'européens, que nationaux. Et donc, c'est une obligation qui vraiment est aujourd'hui bien encadrée juridiquement parlant. Dans un deuxième temps, je vous expliquerai en quoi cette notion, en réalité, et elle est indissociable du principe général de non-discrimination. Et d'ailleurs, dans le cadre juridique, on va y revenir. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut l'appréhender comme étant un élément consubstantiel de ce principe général de non-discrimination. Et ensuite, je vous donnerai plus d'éléments sur le contenu même de cette obligation, ce qu'elle recoupe et quelles sont ses limites telles qu'elle est mentionnée. Alors les textes, je vous le disais, on a un corpus juridique extrêmement important, à commencer par la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. C'est une convention qui est encore hélas un peu méconnue, mais qui a été adoptée par l'ONU en 2006, qui a été ratifiée par la France en 2010 et qui est effectivement en vigueur en France dans notre droit interne, donc en fait qui a valeur contraignante depuis le 23 mars 2010. Ça, c'était une première chose. Et la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées s'inscrit dans un objectif de garantir aux personnes en situation de handicap l'effectivité des droits fondamentaux et des libertés fondamentales et pose un principe général de non-discrimination en faveur des personnes handicapées dans l'accès à ces droits fondamentaux et pose également comme principe que le refus d'aménagement raisonnable est constitutif d'une discrimination. Nous y reviendrons. Ensuite, pour venir à un niveau régional, je dirais, par rapport à la Convention internationale, on va parler de la directive du 27 novembre 2000, une directive de l'Union européenne en faveur de l'égalité de traitement en matière de travail et d'emploi. Et cette directive, donc, qui vise à poser un cadre général d'interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le handicap en matière de travail et d'emploi, pose pour la première fois, avait posé donc en 2000 déjà, une obligation d'aménagement raisonnable à l'égard des employeurs. Cette directive avait donc des effets à produire et il y avait une obligation de transposition dans notre droit interne à échéance du 2 décembre 2006. En fait, ça a été fait un petit peu avant puisque c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui a pris les dispositions pour garantir l'effectivité dans notre droit de cette notion d'aménagement raisonnable. Et on la retrouve aujourd'hui dans le Code du travail à l'article L 5213-6 et dans la loi Le Pors, la loi portant statut général des fonctionnaires, à l'article 6 sexies. Donc l'ensemble de ces textes aujourd'hui forment le corpus juridique sur lesquels il convient de s'appuyer pour à la fois voir en quoi consiste cette obligation d'aménagement raisonnable et le cadre dans lequel elle s'inscrit. J'ajouterai simplement aussi dans les textes en vigueur une loi qui est la loi du 27 mai 2008, la loi 2008-496 du 27 mai 2008, qui est en fait une loi de transposition de la directive européenne aussi, qui ne vise pas spécifiquement l'obligation d'aménagement raisonnable, mais qui doit être lue à la lumière de cette directive et qui fait que, en lecture combinée entre la loi du 27 mai et la directive, on a vocation à avoir un cadre qui permet d'englober l'ensemble des situations d'emploi. Je vous dis ça parce qu'en fait, si on voit le champ qui est prévu par la directive 2078 et le droit national, on peut constater qu'il y a un certain manquement de transposition dans le sens où le Code du travail et les trois fonctions publiques ne visent pas, contrairement à ce que prévoit la directive, l'ensemble des secteurs d'emploi. En réalité,
il faut se dire que de toute façon, juridiquement parlant, la contrainte se fait par la lecture combinée, encore une fois, de cette loi du 27 mai et de la directive. Une fois qu'on a dit ça, donc le cadre juridique étant posé, il faut aussi rappeler que finalement, cette notion d'aménagement raisonnable qu'on aborde de manière un peu détachée, je dirais, du principe général de non-discrimination, en réalité, est indissociable de ce principe général de non-discrimination. Elle est indissociable parce que elle vise à garantir l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. Rappelons tout d'abord ce qu'est la discrimination au sens juridique du terme. La discrimination, c'est le fait de traiter une personne de manière moins favorable qu'une autre personne qui est placée dans une situation comparable à raison d'un critère prohibé, notamment le handicap, dans un domaine qui est visé par la loi, notamment l'emploi, le travail et l'emploi. Donc ça, c'est la règle générale, c'est la définition de la discrimination. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, pour garantir l'égalité de traitement à l'égard d'une personne handicapée, se contenter de prendre les mêmes mesures, c'est-à-dire de garantir aux personnes handicapées un accès aux droits en mettant en place les mêmes mesures que pour l'ensemble des autres salariés, par exemple, n'est pas toujours suffisant pour garantir l'effectivité des droits. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que finalement, le fait de ne pas mettre en place certaines mesures appropriées pour répondre aux besoins des personnes handicapées dans une situation précise aurait de facto comme effet de la mettre dans une situation moins favorable et donc ça pourrait être considéré comme une discrimination. C'est sur cette logique-là que repose le principe d'aménagement raisonnable. Donc en fait, cette notion d'aménagement raisonnable, je vous le disais, elle a été inscrite dans la loi par la transposition de la directive de 2078 par la loi du 11 février 2005. Cela signifie donc que tout employeur est légalement tenu de prendre, en fonction des besoins, dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs handicapés d'accéder à un emploi, de conserver un emploi qui correspond à leur qualification, d'exercer cet emploi, d'y progresser pour qu'une formation adaptée leur soit également dispensée. Et le refus de l'employeur de mettre en place ces mesures appropriées est constitutif d'une discrimination dès lors qu'il ne démontre pas que ces mesures constituent pour lui une charge disproportionnée. Je vous propose que nous revenions sur ces différents éléments constitutifs de la notion d'aménagement raisonnable. Peut-être tout d'abord aussi vous préciser que cette obligation vise tous les employeurs, contrairement à l'obligation d'emploi, ça a été rappelé, qui ne vise que les employeurs qui emploient au moins 20 équivalents temps plein. Là, l'obligation d'aménagement raisonnable s'applique à tous les employeurs, publics, privés, quel que soit le secteur d'emploi, quel que soit l'effectif. Après, on va voir que, bien évidemment, selon la situation de l'entreprise, de l'employeur, elle aura un effet plus ou moins contraignant. Alors, le contenu de l'obligation d'aménagement raisonnable. Qu'entend-on? Tout d'abord, on a bien compris là, que cette notion d'aménagement raisonnable repose sur deux piliers. D'une part, l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures appropriées. D'autre part, la possibilité de se désengager de cette obligation dès lors qu'il démontre que ça constitue pour lui une charge disproportionnée. Qu'entend-on par mesure appropriée? On l'a bien compris, donc l'objectif, c'est de garantir la non-discrimination, c'est-à-dire de faire en sorte que la personne ne soit pas traitée de manière moins favorable parce qu'elle est handicapée. On vise l'égalité de traitement. L'égalité de traitement réelle, encore une fois, et non pas l'égalité de traitement formelle. Et cette obligation, elle vaut à toutes les étapes du parcours professionnel de la personne. De la période, toute la phase de recrutement, donc préalable à l'emploi, la période d'essai, l'exercice de l'emploi lui-même,
les promotions dans le cadre de l'emploi, l'accès à la formation et au moment, on parle de maintien dans l'emploi aujourd'hui, et donc dans l'obligation de reclassement pour maintenir une personne dans l'emploi. On y reviendra. En fait, cette notion d'aménagement raisonnable doit être comprise comme des mesures efficaces qui sont imposées à l'employeur et qui s'imposent au cas par cas en fonction des besoins. On est vraiment dans la situation concrète. In concreto, on va regarder quelles sont les mesures qu'il convient de mettre en place pour garantir à la personne handicapée cette fameuse égalité de traitement. In concreto, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait qu'on va tenir compte à la fois des capacités de la personne à occuper un emploi et bien évidemment des exigences et des contraintes liées à la nature des tâches à exercer. On va également tenir compte de son environnement de travail. Il ne s'agit pas de considérer que toutes les personnes sont en capacité d'occuper tous les postes au regard à la fois de leur capacité, de l'environnement de travail et des exigences liées à l'exercice de l'emploi. En réalité, ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est que cette obligation d'aménagement raisonnable n'exclut pas de regarder le niveau de compétence. On est en train de parler de compétences, et autrement dit, la personne handicapée est considérée comme ayant, comme n'importe quel autre salarié, des compétences. Simplement, pour les exercer, elle aura besoin qu'on mette en place un certain nombre d'aménagements pour lui permettre de montrer qu'elle a les compétences pour exercer cet emploi. Autrement dit, comprendre qu'il n'y a pas ne s'agit pas de mesures type par grande catégorie de handicap. On est vraiment dans une appréciation in concreto, vraiment dans la situation précise. Donc, on n'a pas de liste, de grande liste de mesures appropriées, adaptées à tel type de handicap. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, puisque ce serait contraire même à cette notion de mesures appropriées au cas par cas en fonction des besoins. Encore une fois, on va regarder la situation concrète. Il faut aussi avoir à l'esprit que ces mesures d'aménagement, de ces mesures appropriées, aménagement raisonnable, on les appelle également comme ça, ces mesures appropriées ne sont pas, vont au-delà du simple aménagement ergonomique du poste de travail. On connaît cette obligation qui pèse sur les employeurs au regard et notamment compte tenu des préconisations du médecin du travail. Mais en fait, ce que vise cette obligation, c'est vraiment l'égalité de traitement dans l'exercice d'un emploi qui va au-delà de l'aménagement du poste de travail. Bon, ça peut effectivement concerner des mesures telles que l'adaptation des locaux, c'est-à-dire au-delà du poste lui-même, mais des lieux de travail, des salles de réunion, des locaux de restauration. C'est comment une personne qui doit travailler, exercer un emploi, doit pouvoir accéder à ces locaux dans les mêmes conditions que les autres salariés. C'est l'adaptation, par exemple, ce ne sont que des exemples que je vous donne, c'est l'adaptation des horaires, des rythmes de travail, de l'organisation du travail aussi, qui doivent, dès lors que, on le verra, ça ne représente pas de charges disproportionnées, peuvent faire l'objet d'aménagements. Ça peut être aussi, ça se pratique dans certains cas, la répartition de certaines tâches entre les personnes d'une même équipe, parce que finalement, ces tâches vont permettre à la personne handicapée de pouvoir être maintenue dans son emploi, alors que les tâches qui lui sont affectées ordinairement ne lui permettraient peut-être pas. Ça peut être aussi l'aménagement du véhicule pour faire les trajets domicile-travail, ou encore, et ça c'est extrêmement important, on voit qu'il y a énormément de situations de discrimination liées au fait que les équipes de travail ne sont pas sensibilisées au handicap, et la sensibilisation des équipes au handicap fait partie des mesures appropriées que l'employeur peut prendre pour permettre à la personne d'être maintenue notamment dans son emploi et de ne pas être discriminée. J'en viens maintenant à l'autre volet de l'obligation d'aménagement raisonnable, qui est la charge disproportionnée. On l'a vu, donc l'employeur peut éventuellement ne pas mettre en place les mesures appropriées dès lors qu'il démontre qu'il s'agit pour lui de charges disproportionnées. Alors en fait, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est que c'est à l'employeur de le démontrer.
on est dans un principe en droit qui s'appelle le principe de l'aménagement de la charge de la preuve. Autrement dit, l'employeur devra démontrer, si toutefois il se retrouve, notamment dans le cas d'un contentieux, à devoir justifier qu'il a mis en place les mesures appropriées, donc il n'a pas discriminé, il devra démontrer qu'il a bien mis en place les aménagements, qu'il a tenté en tout cas de mettre en place les aménagements raisonnables, et que finalement il n'a pas pu les mettre en place parce que ces aménagements auraient constitué pour lui une charge disproportionnée. Donc l'aménagement de la charge de la preuve est un élément fondamental. Cette charge disproportionnelle va s'apprécier au regard des coûts financiers que peuvent engendrer ces mesures, bien évidemment, mais aussi au-delà des coûts financiers, de l'impact que peuvent avoir ces mesures sur l'ensemble de l'organisation ou de l'entreprise, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'organisation et de ses ressources propres. Autrement dit, on ne va pas regarder, on est vraiment dans le in concreto, on ne va pas aller regarder la situation des entreprises de manière identique selon sa taille, ses ressources propres et l'impact que ça a sur l'ensemble sur cette organisation. On apprécie également la charge disproportionnée au regard des aides financières que l'employeur peut mobiliser pour faire face à cette charge et pour l'aider à mettre en place ces mesures appropriées. Donc voilà, sachant quand même que dès lors qu'il s'agit d'une obligation qui est prévue par la loi, si l'employeur est tenu de mettre en place telle obligation prévue par la loi, là, et que la loi n'a pas forcément prévu d'aménagement, d'aide financière, à ce moment-là, il n'y a pas nécessairement à aller chercher du côté de ces dispositifs pour vérifier, pour apprécier ou pas le caractère disproportionné. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'employeur ne peut pas conclure à l'impossibilité de mettre en place les mesures appropriées sans avoir au préalable mobilisé l'ensemble des aides et dispositifs existants et démontrer que ça constitue pour lui une charge disproportionnée et le financement intégral du coût d'aménagement, l'impossibilité de financer intégralement, je l'ai dit, le coût de l'aménagement ne suffit pas à caractériser cette charge disproportionnée dès lors qu'il est établi que, nonobstant l'aide qu'il aurait pu ne pas percevoir de la GFIP, il pourrait financer ces aménagements sur ses ressources propres. Le refus de l'employeur de prendre de telles mesures constitue une discrimination. En matière de licenciement, ce n'est pas sans conséquence, puisqu'en fait, dès lors qu'on arrive à qualifier une discrimination, à ce moment-là, le licenciement est considéré comme nul. Un licenciement considéré comme nul, ça a comme effet de permettre au salarié licencié de demander sa réintégration, s'il le souhaite, ou en tout état de cause de bénéficier d'un certain nombre d'indemnités qui sont supérieures à celles auxquelles il aurait pu prétendre s'il avait été simplement licencié au motif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Donc ça, c'est un élément important, sachant que, vous le savez, les barèmes d'indemnisation des indemnités de licenciement ne sont pas applicables en matière de discrimination, donc lorsque le licenciement est nul. Je terminerai mon propos et je vous laisserai ensuite me poser des questions au besoin. Je terminerai mon propos en illustrant ce que je viens de vous dire par un arrêt de la Cour de cassation, un arrêt relativement récent puisqu'il date du 3 juin 2020. Donc il s'agit en fait dans cette affaire d'un salarié qui était agent d'entretien, qui avait été embauché en CDI, qui après quelques années a eu un accident du travail, qui s'est traduit ensuite par une aggravation de son état de santé. Je crois qu'il avait une difficulté de mobilité des membres supérieurs. Et il s'est vu reconnaître à ce titre la qualité de travailleur handicapé par la MDPH. Et ensuite, son handicap s'aggravant, il a été reconnu inapte à son poste. Et donc, l'employeur l'a ensuite licencié. Donc, cette affaire a été portée devant les juridictions et donc la Cour d'appel et la
Cour de cassation a confirmé la lecture de la Cour d'appel, d'une part, considère que l'employeur n'a pas mis en œuvre ses obligations sérieuses et loyales en matière de reclassement. Hein, on le sait, il y a une jurisprudence extrêmement stricte de la Cour de cassation sur les obligations que doivent remplir les employeurs en matière de reclassement, et dès lors que ces obligations ne sont pas remplies, l'employeur est considéré comme ayant manqué à son obligation de reclassement, et théoriquement, ce manquement à cette obligation de reclassement est constitutif d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. On en a parlé. Donc en fait, l'employeur n'a pas rempli ses obligations en matière de reclassement, d'une part, parce que bon, il n'a pas fait les recherches d'emploi comme il aurait dû le faire dans l'ensemble des structures de l'entreprise, des filiales, donc, et il s'est contenté de faire les recherches d'emploi dans un périmètre restreint, alors même que le salarié avait lui-même pourtant considéré qu'il ne voulait pas être reclassé ailleurs que dans un périmètre géographique, mais l'employeur est tenu, de par la jurisprudence de la Cour de cassation, malgré tout, de faire des recherches ailleurs et de proposer aux salariés les postes qui pourraient éventuellement être ouverts dans ce cadre-là. Donc en fait, là, déjà sur ces obligations, la Cour de cassation considère que l'employeur a manqué à son obligation. Mais ce qui est intéressant en réalité, c'est que dans cette affaire, la Cour de cassation va plus loin, puisqu'en fait, elle s'en réfère à l'obligation d'aménagement raisonnable, considérant que cette personne, ayant la qualité de travailleur handicapé, l'employeur était tenu de mettre en place cette obligation d'aménagement raisonnable prévue par l'article L5213-6 du Code du travail. Et là, en fait, elle considère que l'employeur aurait dû faire appel au Cap emploi. Alors, à l'époque, c'était le SAMET, puisqu'il s'agissait d'un maintien dans l'emploi, et donc il y avait à l'époque le SAMET, mais aujourd'hui, on parlerait du Cap emploi. Donc, considérant que l'employeur se défendait en disant, mais écoutez, je n'avais aucune obligation de consulter le Cap emploi avant de considérer qu'il n'y avait pas de mesure possible pour reclasser ce salarié, puisque la loi ne m'y oblige pas. Aucune obligation n'est inscrite dans la loi s'agissant de l'obligation de consulter Cap emploi. Sans quoi, la Cour de cassation considère que, quand bien même la loi ne le prévoit pas, alors même que l'employeur avait été à 2 reprises informé par le salarié de l'existence du Cap emploi et de la nécessité de le consulter, l'employeur ne l'ayant pas fait, à ce moment-là, la Cour de cassation considère que l'ensemble de ces mesures permettent de considérer que l'employeur a manqué à son obligation d'aménagement raisonnable et a donc discriminé le salarié. Voilà, à titre d'exemple, et vous voyez, la Cour de cassation est vraiment très, et du Conseil d'État, du côté du Conseil d'État, nous avons également une jurisprudence extrêmement dense sur ces notions, mais voilà, je vous renverrai à d'autres travaux du défenseur pour avoir des explications. Jusqu'où va l'aménagement raisonnable? Alors, c'est une question à la fois assez compliquée en réalité, parce que, comme vous l'avez compris, cette notion d'aménagement raisonnable, on est vraiment dans le concret, c'est-à-dire en fait, on va à chaque fois se reposer la question de savoir est-ce que oui ou non je respecte mon obligation au regard du contexte dans lequel s'inscrit cette obligation, c'est-à-dire au regard du handicap de la personne, des obligations qui incomberaient à l'employeur en termes de charges, de mesures appropriées, au regard de la situation de l'entreprise, de son effectif, de sa situation financière, économique. Donc voilà, et de l'impact, on l'a vu, sur ces éventuelles ressources. Alors, je vais peut-être vous donner quand même quelques exemples pour vous montrer. On a d'ores et déjà quelques éléments de réponse à, finalement, dans quel cas on peut considérer qu'il y aurait charge disproportionnée. On peut peut-être, par exemple, considérer que obliger un employeur à mettre en place une mesure qui serait expressément interdite par la loi. On ne va pas aller jusqu'à obliger l'employeur à prendre des mesures qui seraient illégales. Hein. Donc, dès lors que la loi interdit clairement
de mettre en place tel ou tel type de mesures pour des raisons, par exemple, de sécurité. Je vous donne un exemple, hein. À ce moment-là, bien évidemment, l'employeur pourrait tout à fait se retrancher derrière cette obligation légale ou cette interdiction prévue par la loi pour considérer que la mettre en place serait disproportionnée. Ça ne va pas non plus, et ça a été récemment rappelé par une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Sachez que, donc, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a le corpus juridique s'étend au droit de l'Union, et on a aujourd'hui une jurisprudence assez importante, plusieurs jurisprudences de la Cour de justice sur la notion d'aménagement raisonnable. Et là, récemment, elle est venue quand même rappeler aussi, alors cette obligation, elle se met en place, et elle doit se mettre en place, je l'ai précisé, au moment du stage, hein, c'est-à-dire dès la période de probatoire. C'est-à-dire, en fait, il faut que la personne soit mise en situation de pouvoir faire ses preuves et montrer ses compétences. Donc ça, c'est une première chose. Mais en fait, elle vient dire quand même aussi, et c'est valable dans le cas d'un maintien dans l'emploi ou même dans l'accès à l'emploi, ça ne va pas jusqu'à obliger un employeur à créer un poste sur mesure qu'il n'aurait pas eu l'intention de créer dans son entreprise. Et je terminerai peut-être un autre exemple sur l'accessibilité des locaux. L'accessibilité des locaux est importante parce qu'on voit bien, enfin, les employeurs, donc là aussi, on a tout type de situation. L'employeur, même s'il n'est pas tenu de mettre en place, de rendre ces locaux accessibles, il devra néanmoins quand même le faire ou tenter de répondre à l'obligation d'accessibilité au cas par cas, là aussi, donc d'aménager peut-être des parties de ces locaux pour permettre à la personne notamment d'être maintenue dans un emploi. Mais ça ne va pas jusqu'à obliger l'employeur de déménager pour rendre ces locaux, pour permettre à la personne d'être maintenue dans un emploi. Nous espérons que ce webinaire vous a permis d'appréhender la notion d'aménagement raisonnable, mais surtout d'identifier les acteurs et les moyens à votre disposition pour favoriser le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Un grand merci à Madame Jégu pour sa disponibilité, son expertise et son éclairage sur cette obligation d'aménagement raisonnable. Favoriser le maintien en emploi des personnes en situation de handicap est un moyen de prévenir le risque de désinsertion professionnelle, mais pas seulement. C'est également un moyen de favoriser la productivité des collaborateurs concernés. Si vous souhaitez suivre notre actualité sur YouTube, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Je vous invite à consulter notre site internet, nos pages Facebook, LinkedIn et toutes les informations qui vous seront communiquées à la fin de ce replay. Merci.